1982, une sonde soviétique se pose sur Vénus. Elle a traversé 4 mois d'espace interplanétaire, elle a survécu à une entrée atmosphérique de plusieurs milliers de degrés, elle a été conçue par certains des meilleurs ingénieurs de l'Union soviétique. Elle tient 127 minutes, 2 heures et 7 minutes, et puis plus rien, l'électronique fond, les capteurs se taisent. La sonde Venera 13 devient un morceau de métal tordu sur un sol à 464 degrés. 127 minutes. C'est le record absolu. Aucun objet fabriqué par l'homme n'a survécu plus longtemps à la surface de Vénus. Et pourtant, il y a des gens, des scientifiques, des ingénieurs, des gens sérieux, qui pensent que l'humanité pourrait un jour vivre là-bas. Pas juste envoyer une sonde. Vivre, respirer, construire. Alors, est-ce que survivre sur Vénus est vraiment une mission impossible, ou est-ce qu'on a tout simplement regardé cette planète du mauvais côté ? Pour comprendre pourquoi Vénus fascine autant qu'elle terrifie, il faut d'abord comprendre à quoi on a affaire. Et crois-moi, les chiffres sont difficiles à croire. La surface de Vénus est à 464 degrés Celsius. En moyenne, pas au maximum, pas dans une zone volcanique particulière, en moyenne, partout, tout le temps, de jour comme de nuit. C'est plus chaud que Mercure, qui est pourtant 2 fois plus proche du Soleil. C'est assez chaud pour faire fondre le plomb, le zinc, l'étain. Si tu posais une pizza sur le sol de Vénus, elle ne brûlerait pas. Elle se vaporiserait. Mais la température, c'est presque le moindre de tes problèmes. La pression atmosphérique à la surface est de 92 bars. 92 fois la pression au niveau de la mer sur Terre. Pour ressentir la même chose ici, il faudrait plonger à 900 mètres sous l'océan. À cette profondeur, sans sous-marin renforcé, un corps humain serait écrasé instantanément. Le CO2 qui compose l'atmosphère n'est même plus vraiment un gaz à ce stade. Il est dans un état qu'on appelle supercritique. Ni gaz, ni liquide. Quelque chose entre les deux. Un fluide dense, étrange, qui recouvre toute la surface de la planète comme un océan invisible. Et puis il y a l'atmosphère elle-même. 96,5% de dioxyde de carbone. Des nuages d'acide sulfurique concentrés qui s'étendent sur des dizaines de kilomètres d'épaisseur. Des vents qui soufflent à 360 km/h dans la haute atmosphère, alors qu'au sol, paradoxalement, l'air est presque immobile, une brise légère dans un bain de métal fondu. Le ciel de Vénus est jaune-orangé, aucune étoile n'est visible depuis le sol. Le soleil n'est qu'une tache floue derrière des kilomètres de nuages acides. Un jour solaire sur Vénus dure 116 jours terrestres, 58 jours de lumière diffuse, puis 58 jours d'obscurité totale. Voilà à quoi ressemble l'enfer planétaire. Et les soviétiques ont quand même essayé d'y aller. L'histoire du programme Venera est probablement l'une des plus grandes épopées méconnues de l'exploration spatiale. Pendant que le monde entier avait les yeux rivés sur la Lune et sur Mars, l'Union soviétique menait en parallèle une campagne acharnée vers Vénus. 28 sondes lancées entre 1961 et 1983. Un acharnement presque obsessionnel. Les premiers essais sont des catastrophes. Les lanceurs explosent. Les sondes tombent en panne en route. Celles qui arrivent sont broyées par l'atmosphère bien avant d'atteindre le sol parce que personne ne s'attendait à une pression pareille. Venera 4, en 1967, cesse d'émettre à une altitude de 25 km. Les ingénieurs pensaient que c'était le sol. En réalité, la sonde avait encore 25 km de descente devant elle. Elle a tout simplement été écrasée. Mais les soviétiques apprennent de chaque échec. Ils renforcent les coques, ils augmentent les épaisseurs, ils pré-refroidissent les composants. Et en 1970, Venera 7 réussit l'impossible, un atterrissage en douceur sur la surface d'une autre planète, le premier de l'histoire. La sonde transmet pendant 23 minutes. Température mesurée, 475 degrés. Pression estimée, 92 atmosphères. Les données confirment le pire. Vénus est un cauchemar absolu. Mais ce qui se passe ensuite est extraordinaire. En 1975, Venera 9 transmet la première photographie jamais prise depuis la surface d'une autre planète. Pas Mars, Vénus. Le cliché montre un paysage rocheux, des pierres anguleuses dispersées sur un sol plat sous un ciel jaune oppressant. C'est à la fois complètement alien et étrangement familier. Et puis arrive Venera 13 en mars 1982. La sonde est conçue pour tenir 30 minutes. Elle tient 127. Elle envoie les premières photos en couleur de la surface. Elle enregistre le son du vent vénusien, le premier enregistrement sonore jamais capturé sur une autre planète. Elle fore le sol, analyse un échantillon de roche, et puis elle meurt lentement cuite par la chaleur.
Les images qu'elle a envoyées sont les plus récentes que nous ayons de la surface de Vénus. Elles datent de 1982, plus de 40 ans. Aucun objet humain n'a touché le sol de Vénus depuis. 40 ans de silence. Maintenant, voici la question que personne ne pose assez souvent. Vénus est un enfer aujourd'hui. Mais est-ce qu'elle l'a toujours été? Parce que la réponse pourrait changer tout ce qu'on croit savoir. Des modèles climatiques développés au Goddard Institute de la NASA suggèrent que Vénus a peut-être eu des océans d'eau liquide à sa surface. Pas pendant quelques milliers d'années. Pendant peut-être 2 milliards d'années. 2 milliards. C'est plus longtemps que la durée pendant laquelle la vie complexe existe sur Terre. Réfléchis à ça une seconde. La planète la plus hostile du système solaire a potentiellement été habitable pendant 2 milliards d'années. Le scénario est le suivant. Il y a environ 4 milliards d'années, Vénus et la Terre se ressemblent énormément. Même taille, même masse, formée à partir des mêmes matériaux. Vénus a une atmosphère, elle a de l'eau, elle a probablement des océans. Des nuages épais réfléchissent une partie de la lumière solaire, ce qui maintient les températures entre 20 et 40 degrés Celsius, parfaitement vivables. Et puis, il y a environ 700 millions d'années, quelque chose se produit. Un événement cataclysmique. L'hypothèse la plus solide pointe vers un épisode volcanique massif, pas un seul volcan, mais des dizaines, peut-être des centaines d'éruptions simultanées à l'échelle planétaire. Le CO2 emprisonné dans les roches est libéré dans l'atmosphère en quantité colossale. Le cycle naturel qui permettait de réabsorber ce CO2 s'effondre. L'effet de serre s'emballe. Les océans s'évaporent. La vapeur d'eau, elle-même un puissant gaz à effet de serre, amplifie le phénomène. Les molécules d'eau sont brisées par le rayonnement ultraviolette, l'hydrogène s'échappe dans l'espace, l'oxygène réagit avec les roches de surface. Et en quelques dizaines de millions d'années, un clin d'œil à l'échelle géologique, Vénus passe de jumelle de la Terre à fournaise planétaire. Mais attention, cette théorie est séduisante, et elle a été longtemps dominante, mais en 2024, une équipe de l'université de Cambridge a publié une étude qui remet les choses en question. En analysant la composition chimique de l'atmosphère vénusienne, ces chercheurs ont conclu que l'intérieur de Vénus est trop sec aujourd'hui pour qu'il y ait jamais eu assez d'eau pour former des océans de surface. Selon eux, Vénus aurait toujours été une fournaise. Un monde né chaud. La question n'est pas tranchée, et c'est précisément ce qui rend Vénus si fascinante. Soit notre voisine est un avertissement, la preuve qu'un monde habitable peut basculer dans l'enfer, soit elle n'a jamais été comme nous, et ce que nous croyons savoir sur la formation des planètes est incomplet. Dans les deux cas, il y a quelque chose de vertigineux dans cette incertitude. Mais l'histoire de Vénus ne s'arrête pas aux océans perdus, parce qu'en septembre 2020, une annonce a secoué la communauté scientifique mondiale. Une équipe dirigée par Jane Greaves de l'université de Cardiff annonce avoir détecté de la phosphine dans les nuages de Vénus. De la phosphine, pH3, un gaz qui, sur Terre, n'est produit que par des micro-organismes vivants ou par des processus industriels. Sur une planète rocheuse comme Vénus, sans industrie et sans conditions favorables à une production géochimique connue, la phosphine ne devrait tout simplement pas exister. L'implication est immédiate et explosive. Il pourrait y avoir de la vie dans les nuages de Vénus. La communauté scientifique s'enflamme, puis se divise. Plusieurs équipes indépendantes réanalysent les données. Certaines ne trouvent aucune trace de phosphine. D'autres suggèrent que le signal pourrait être du dioxyde de soufre, un gaz banal sur Vénus, mal interprété. L'observatoire ALMA, dont les données avaient servi à la détection originale, reconnaît une erreur de calibration dans son système. L'affaire semble enterrée, et puis nouveau rebondissement. En 2023, puis en 2024, Greaves et son équipe reviennent avec de nouvelles données, beaucoup plus abondantes. 140 fois plus de données que dans la détection originale. Et cette fois, ils détectent non seulement de la phosphine, mais aussi de l'ammoniac, un autre gaz qui ne devrait pas être là. Ils découvrent que la phosphine semble n'apparaître que dans une fenêtre temporelle précise lorsque l'atmosphère passe de la nuit au jour. Ce qui expliquerait pourquoi certaines observations ne la trouvaient pas, elles regardaient au mauvais moment. Le chercheur Dave Clements, de l'Imperial College de Londres, estime aujourd'hui qu'il y a entre 10 et 20% de chances que la phosphine soit d'origine biologique, et 80% de chances qu'il s'agisse d'une chimie que nous ne comprenons pas encore. Dans les deux cas, c'est une découverte majeure. Soit il y a de la vie sur Vénus, soit il y a de la chimie fondamentalement nouvelle à découvrir. Aucune des deux options n'est banale, et il y a un détail qui rend tout ça encore plus troublant.
La zone des nuages de Vénus, entre 48 et 62 km d'altitude, présente des conditions étonnamment clémentes. La pression y est similaire à celle du niveau de la mer sur Terre. Les températures oscillent entre 0 et 80 degrés Celsius. La radiation est gérable. C'est, de loin, l'environnement le plus similaire à la Terre dans tout le système solaire, plus similaire que la surface de Mars, plus similaire que n'importe quelle lune de Jupiter ou de Saturne. Si des micro-organismes vivent quelque part dans le système solaire en dehors de la Terre, les nuages de Vénus sont un candidat plus sérieux que ce qu'on a longtemps voulu croire. Et c'est justement cette zone, cette bande d'atmosphère étrangement hospitalière à 50 km d'altitude, qui a donné une idée complètement folle à des ingénieurs de la NASA. Une idée qui ressemble à de la science-fiction, mais qui repose sur de la physique parfaitement solide. Le projet s'appelle HAVOC, High Altitude Venus Operational Concept. Et son principe est simple, du moins sur le papier. On ne survivra jamais à la surface de Vénus, le sol est un enfer. Alors on n'y va pas, on reste en l'air. À 50 km d'altitude, la pression atmosphérique est d'environ une atmosphère. La gravité est presque identique à celle de la Terre, 0,9 g. La température est d'environ 75 degrés Celsius, chaud, certes, mais parfaitement gérable avec une isolation standard. L'atmosphère est suffisamment dense pour fournir une protection efficace contre les radiations cosmiques, bien meilleure que celle de Mars, qui n'a pratiquement pas d'atmosphère. Et le rayonnement solaire est 40% plus intense qu'à la surface de la Terre, ce qui signifie une énergie solaire abondante. Le concept HAVOC repose sur des dirigeables, des aérostats géants remplis d'hélium ou même simplement d'un mélange respirable d'oxygène et d'azote, parce que dans une atmosphère de CO2 dense, l'air que nous respirons est un gaz porteur. Une bulle d'air respirable flotte dans l'atmosphère de Vénus, comme un ballon d'hélium flotte dans notre atmosphère. C'est contre-intuitif, mais c'est de la physique élémentaire. La version habitée du dirigeable mesurerait 129 mètres de long, 2 fois la longueur d'un Boeing 747. Sa surface supérieure serait couverte de plus de 1000 mètres carrés de panneaux solaires. En dessous, une gondole abriterait un habitat pour 2 astronautes et un véhicule d'ascension pour le retour en orbite. Et voici ce qui rend le projet vraiment intéressant. Un aller-retour vers Vénus prendrait environ 450 jours. C'est presque moitié moins qu'une mission vers Mars. Vénus est plus proche de la Terre que Mars ne l'est, 38 millions de kilomètres au minimum, contre 54 millions pour Mars. L'habitat n'aurait pas besoin d'être pressurisé comme dans l'espace, puisque la pression extérieure serait naturellement d'une atmosphère. Même une déchirure importante dans l'enveloppe du dirigeable prendrait des milliers d'heures avant de causer une perte significative de portance. La feuille de route imaginée par l'équipe de la NASA Langley comprend 5 phases. D'abord une mission robotique d'exploration atmosphérique, puis une mission habitée en orbite de 30 jours, puis une mission habitée dans l'atmosphère, 30 jours dans les nuages de Vénus, puis une mission d'1 an, et enfin une présence humaine permanente, des cités flottantes dans les nuages de Vénus. Ça ressemble à de la science-fiction, ça ressemble à Cloud City dans Star Wars. Mais les ingénieurs qui ont conçu HAVOC sont formels. Il n'y a rien dans ce concept qui repose sur une technologie qui n'existe pas déjà ou qui ne pourrait pas être développée à court terme. Le défi principal, ce sont les nuages d'acide sulfurique qui corroderaient les matériaux exposés. Mais des revêtements protecteurs en téflon ont déjà été testés avec succès sur des panneaux solaires en conditions simulées. Bien sûr, HAVOC n'est qu'un concept, un exercice d'ingénierie. La NASA n'a aucun plan concret pour l'instant pour envoyer des humains sur Vénus. Mais ce concept démontre quelque chose d'essentiel. Quand on regarde Vénus depuis le bon angle, littéralement, la planète passe de cauchemar total à destination étrangement plausible. En attendant les cités dans les nuages, la communauté scientifique prépare un retour concret vers Vénus. Et il était temps, parce que depuis les dernières sondes Venera des années 80 et la mission radar Magellan au début des années 90, plus aucune mission dédiée n'a visité notre voisine. 30 ans d'oubli. Mais la décennie qui vient pourrait tout changer. La NASA a sélectionné 2 missions ambitieuses. DaVinci, Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gaze, Chemistry and Imaging, est conçue pour larguer une sonde sphérique à travers l'atmosphère de Vénus. La sonde mesurera la composition chimique de chaque couche atmosphérique pendant sa descente, du sommet des nuages jusqu'à la surface. Si tout se passe bien, elle capturera les premières images rapprochées du sol de Vénus depuis plus de 40 ans. Les premières depuis Venera 14.
Veritas Venus Emissivity, Radio Science, INSAR Topographie and Spectroscopy cartographiera la surface entière de la planète depuis l'orbite avec une résolution sans précédent. Elle cherchera des traces de volcans actifs, de tectonique des plaques, de minéraux formés en présence d'eau. L'Agence spatiale européenne prépare Envision, un orbiteur qui sondera la structure interne de Vénus et étudiera ses interactions atmosphère-surface. Et puis il y a les missions privées. La Venus Life Finder, soutenue par Rocket Lab et le MIT, ciblera directement les nuages vénusiens pour y chercher des molécules organiques et d'éventuels marqueurs biologiques. Mais il faut être honnête, ces missions sont fragiles. Les coupes budgétaires proposées par l'administration américaine en 2025 menacent directement Da Vinci et Veritas. Les deux pourraient être annulés. Si c'est le cas, notre retour vers Vénus serait repoussé de plusieurs années, peut-être d'une décennie entière. L'ironie serait cruelle. La planète qui ressemble le plus à la Terre, notre plus proche voisine, celle qui pourrait nous apprendre le plus sur le destin des mondes habitables, et on choisirait de ne pas y aller. Il y a quelque chose de profondément dérangeant dans l'histoire de Vénus. Pas juste dans ses températures ou sa pression, dans ce qu'elle représente. Vénus est un miroir déformant de la Terre, même taille, même masse, même composition de base, formée au même moment à partir des mêmes matériaux autour de la même étoile. Et pourtant, un monde est un jardin. L'autre est un four. Si les modèles de Michael Way sont corrects, Vénus a été habitable pendant la majeure partie de son histoire. Pendant des milliards d'années, elle avait des océans, des températures douces, peut-être des nuages protecteurs. Et puis un basculement, un point de non-retour. L'effet de serre s'emballe, les océans s'évaporent, le CO2 envahit l'atmosphère. Et en quelques dizaines de millions d'années, le paradis devient l'enfer. Et la question que cette histoire pose, la question que personne ne peut ignorer, c'est est-ce que ça pourrait nous arriver? Pas dans 100 ans, pas avec nos émissions actuelles. Le mécanisme serait différent, l'échelle de temps serait autre. Mais le principe, un monde habitable qui bascule dans un état hostile à toute vie, ce principe, Vénus le démontre. Il est physiquement possible. Il s'est peut-être déjà produit juste à côté de chez nous. Vénus n'est pas juste une curiosité scientifique, c'est un avertissement cosmique. Et c'est peut-être pour ça qu'y retourner est si important. Pas seulement pour chercher de la vie dans les nuages, pas seulement pour tester des dirigeables ou cartographier des volcans, mais pour comprendre comment un monde meurt, pour comprendre où se trouve la ligne de bascule, et pour savoir si la Terre, notre jardin, notre seule maison, est aussi loin de cette ligne qu'on aimerait le croire. 464 degrés. 92 atmosphères. Des nuages d'acide sulfurique. Une sonde qui meurt en 2 heures. Et dans tout ça, la possibilité, mince, fragile, mais réelle, que quelque chose vit. Que des micro-organismes flottent dans les nuages, portés par des vents à 360 km/h, à 50 km au-dessus d'un sol assez chaud pour fondre le métal. Et la possibilité tout aussi réelle que des humains puissent un jour flotter là aussi, dans des dirigeables géants, sous un ciel de soufre, regardant un coucher de soleil orange à travers des nuages d'acide. C'est absurde, c'est magnifique, et c'est peut-être notre avenir,